Chers compatriotes, je veux faire un peu d'histoire. Quand des politiques parlent de l'Ukraine, de la Géorgie, de la Russie et d'autres pays du monde où des soulèvements populaires ont réussi, ils croient apparemment très naïvement que ces soulèvements se sont produits par le pur effet du hasard, que les peuples eux-mêmes, un beau matin, se sont décidés à se lever pour chasser eux-mêmes les dictateurs. Apparemment, vous croyez qu'il suffit qu'un leader de venir devant les médias et de dire « soulevez-vous » sans qu'au préalable tout un travail clandestin de préparation du peuple à la révolution ait été fait. Chers politiques, vous croyez que le peuple a la possibilité de se soulever tout seul, sans que quelqu'un de manière explicite ou implicite les ait poussés et préparés à la révolution? Les historiens démontreront facilement aux candidats que les révolutions oranges qui ont réussi de par le monde n'ont pas réussi tout simplement parce que les peuples se sont soulevés. Elles ont réussi parce qu'il y avait dans ces pays des leaders qui ont accepté de courir le risque de provoquer explicitement et implicitement ces révolutions. Là où les peuples, d'une part, se sont soulevés tout seuls, il y a eu des leaders pour prendre sur eux la responsabilité de récupérer ces soulèvements et donc de les canaliser vers encore plus de révoltes, provoquant ainsi la chute des régimes dictatoriaux. Ce fut le cas de la Russie, où voyant que le peuple s'était soulevé spontanément, un certain Boris Eltsine, simple parlementaire jusque-là inconnu, récupéra la révolution à son profit. C'est ainsi qu'il devient naturellement président de Russie, pour avoir eu le flair et le courage de récupérer une révolution qu'il n'avait pas provoquée. Chers compatriotes, là où les peuples, d'autre part, ne se sont pas soulevés tout seuls, comme en Géorgie, en Ukraine ou même en Côte d'Ivoire, il y a eu des leaders qui, dès le départ, ont fomenté explicitement et implicitement la révolution en profitant du sentiment révolutionnaire qui animait le peuple. Ces leaders, sachant cela, ont tout simplement attisé des braises qui étaient déjà allumées et ont tout simplement canalisé les sentiments révolutionnaires vers une révolte populaire générale en bonne et due forme. Autrement dit, ils ont préparé du début à la fin la révolte par le discours et par les actes de défi envers le régime. Et face à des militants attisés, ces régimes pourtant plus militarisés que les Comores ont reculé. Aux Comores, les leaders de l'opposition reculent toujours avant même d'avoir avancé. Malheureusement. Et ils croient que le peuple se mettra en avant pour eux, sans qu'ils aient besoin de montrer au préalable l'exemple. S'ils ne le savaient pas, les politiques comoriens devront apprendre cette maxime. Un dirigeant est fait pour diriger. Et pour que le peuple suive, un dirigeant qui se respecte doit montrer la voie. Ceci veut dire que si l'on doit s'exposer aux arrestations, il faut être capable de le faire, sinon on n'en vaut pas la peine. On ne peut pas s'attendre à ce que le peuple meure pour soi, alors qu'on ne peut pas soi-même risquer la prison ou la mort pour défendre les droits du peuple. La raison pour laquelle les révoltes dans d'autres pays ont réussi est que le peuple, s'il laissé à lui-même, ne peut savoir quoi faire de sa révolte, qu'elle soit spontanée ou pas. Exemple, on l'a vu en Chine, où les soulèvements de Tiananmen ne menèrent nulle part parce que tous les leaders politiques et militaires n'osaient pas se mettre en avant. Du coup, cette belle révolte chinoise échoua. Chers compatriotes, le peuple fonctionne comme un troupeau de moutons et n'a pas, en tant que masse informe, la capacité intellectuelle de savoir quoi faire et dans quelle direction diriger son mécontentement. On ne peut pas attendre d'un peuple qu'il fasse comme ses politiques l'ont demandé, c'est-à-dire demander au peuple de prendre lui-même ses responsabilités. Faire cela équivaut à un amateurisme politique
qui montre que tous les leaders politiques comoriens qui les conseillent n'ont pas pris le temps d'étudier l'histoire des révolutions populaires dans le monde. À ce titre, il est totalement faux de croire qu'il y a quelque part des peuples passifs. Le peuple comorien n'est pas plus passif que d'autres. La preuve est que ce peuple, de manière spontanée, s'est toujours livré à de petits soulèvements spontanés, mais qui ont tous été tués par les appels au calme des politiques et les notables eux-mêmes. Chers compatriotes, souvenez-vous tout le moment qu'on a exilé notre président élu Saïd Mohamed Johar. Grâce au leader charismatique, le prince Saïd Ibrahim Mohamed Nassereddine, qui l'a sauvé en montrant la population ce qu'il faut faire. Messieurs les politiques comoriens, la règle est pourtant simple. Quand un peuple a des leaders passifs qui fuient devant leurs responsabilités, ce peuple devient forcément passif. Car, ne trouvant dans ces leaders aucune des qualités de leadership et de détermination qui mènent aux révolutions. Il faut donc que l'opposition comorienne arrête de cacher sa propre incapacité en se réfugiant derrière la supposée passivité du peuple. Aux Comores, les candidats ont cru au Père Noël en croyant que le peuple fait tout seul la révolution. Mes chers compatriotes, les politiques payent aujourd'hui le prix de leur propre manque de responsabilité. Ainsi, devant l'incroyable ineptie de l'opposition comorienne, on est aujourd'hui en droit de se demander quand Fahmy et Sambi promettaient pendant la campagne que cette fois-ci, ils n'allaient pas se laisser voler le vote, s'ils avaient vraiment mesuré le poids de ces mots. Que voulait-il dire par là? Et qu'avait-il prévu de concret pour empêcher le régime de lui voler leur victoire? En supposant que le peuple était leur arme, comment pouvait-il espérer un soulèvement populaire après 1 h du matin de libération? Le directeur de campagne démobilise le peuple par des appels de la Cour constitutionnelle, une Cour constitutionnelle corrompue. En plus, si on lit les actions proposées par certains blocs des candidats favoris pour faire respecter ce qu'ils ont appelé la voie des urnes, on se pose de sérieuses questions sur leur motivation politique réelle. Regardez un peu ce qu'ils ont, jusqu'à présent, proposé et posé comme action politique pour revendiquer une victoire légitime. Ces blocs, qu'est-ce qu'ils disent? Condamnation de RFO Mayotte, notamment à la France. Il est tout de même bizarre que pour commencer une révolte aux Comores contre Mamadou, la première réaction soit de s'en prendre à la France et aux pays qui soutiendraient le régime. Déjà ceci est d'une naïveté et d'une banalité surprenante. Pourquoi, mes chers compatriotes, diriger le combat vers les Occidentaux quand on sait que l'omba est avant tout entre peuple comorien et le régime Mamadou? Que les Occidentaux viennent chez nous, nous exploiter, est connu de tous les Africains depuis le XVe siècle. En faire aujourd'hui une proclamation comme si c'était une surprise ne peut qu'étonner dans la mesure où personne n'est dupe quant au fait que les Français ne sont pas chez nous pour nos beaux yeux ou pour des questions humanitaires. Ils sont chez nous pour tirer profit de nos richesses et pour cela, ils soutiendront la personne qui garantira leurs intérêts. Ceci veut dire que ce n'est pas en s'en prenant à la France qu'on changera de régime aux Comores. Il faut faire l'opposé. Il faut s'en prendre directement au régime et l'affaiblir tellement que la France n'aura d'autre choix que de le lâcher pour éviter de perdre ses intérêts aux Comores. Autrement dit, c'est en rendant les Comores ingouvernables et instables que l'opposition forcera la France et les Occidentaux à chasser le régime Mamadou. L'exemple, c'est ce que Ravalomanana, le nouveau président de Madagascar,
avait fait quand il était dans l'opposition. Avant, pendant et après le vote qu'il avait conduit au pouvoir. Malheureusement, on l'a chassé. Mais il avait organisé l'insurrection. Et dès la proclamation frauduleuse des résultats, c'était proclamé président, contraignant ainsi Ratsiraka, le président sortant, à quitter la capitale pour s'exiler dans sa région natale. La France, après avoir pourtant déclaré Ratsiraka vainqueur, comme elle le fait souvent avec nos présidents africains, dut changer d'avis et exiger le départ du dictateur pour éviter que Madagascar ne sombre dans la guerre civile et que les Français n'y perdent leurs intérêts.